Lumian ne reconnaissait que trop bien les actions de Margot. Il aurait fait pareil. Puis, il se souvint qu'Aurore avait mentionné que les billondés de la voie Hunter étaient relativement courants dans la République d'Inti. Lumian soupçonnait que Margot pourrait également être une billondée de la voie Hunter, mais il ne pouvait pas déterminer sa séquence. Un chef de la mafia n'aurait pas une séquence élevée à moins que cela ne soit nécessaire. Si Margot est vraiment un billondé de la voie Hunter, il ne devrait pas dépasser la séquence 7. De plus, la probabilité qu'il soit un pyromane est mince. Léa et Valentine, seulement à la séquence 7, sont déjà considérés comme des enquêteurs d'élite. Pourrait-il être inférieur à un voyou de haut rang qui patrouille sur le territoire, enlève des femmes et intimide les prostituées? Lumian réfléchit silencieusement en reculant et en détournant le regard. Bien qu'il semblait improbable que Margot ait atteint ou même dépassé la séquence 7, Lumian n'a pas osé être négligent. Et si son titre de séquence était quelque chose comme « Scoundrel », qui l'obligeait à agir comme tel? Et si le poison Spurmob était plus complexe qu'il n'y paraît, simplement une extension d'une organisation secrète ou d'un culte clandestin doté de vastes ressources, évitant délibérément l'ostentation pour échapper à l'examen officiel? Les chances étaient minces, mais faute d'informations et de connaissances mystiques pertinentes, Lumian devait rester vigilant. Il ne pouvait pas éliminer les possibilités ni évaluer leurs probabilités. Dans le couloir du 2e étage, l'homme soupçonné d'être Margot, vêtu d'une chemise rouge et d'un gilet noir, les mains dans les poches, s'est tourné vers ses 3 subordonnés. Fronçant légèrement les sourcils, il semblait perplexe et légèrement mécontent de leur contact inutile avec l'eau de Cologne. Il jeta un coup d'œil au sol et renifla. L'eau de Cologne ne se limitait pas à la cage d'escalier, elle menait effrontément à la chambre 207. De plus, la marche du bas portait de nouvelles traces d'impact par un petit objet léger. En un instant, l'homme présumé être Margot a reconstitué mentalement la scène à partir des indices environnementaux. Le locataire de la chambre 207 aurait pu visiter les toilettes ou un voisin. Sur le chemin du retour, ils avaient l'intention d'appliquer de l'eau de Cologne mais ont laissé tomber la bouteille dans les escaliers. Ensuite, ils ont répandu l'eau de Cologne sur leur corps, ne laissant que de légères traces. Cela correspondait à l'état d'esprit des locataires de l'auberge du Coq Doré. L'homme que l'on pensait être Margot a écarté ses soupçons et a demandé à ses 3 subordonnés. « N'oubliez pas de changer de chaussures lorsque vous reviendrez à la salle de Gristmill. »« Très bien, patron, » répondit le trio presque à l'unisson. Ce n'était pas surprenant, on leur demandait fréquemment de faire quelque chose de similaire. Salle de Gristmill. Depuis la salle 207, Lumian entendit leur conversation et devint de plus en plus certain que l'homme soupçonné d'être un chasseur billondé était Margot. Après avoir discuté avec Charlie ce matin-là, il s'est promené dans le quartier du marché du quartier du Gentleman, discutant avec les vendeurs et les clients du bar. Il apprit que la salle de Gristmill, aux 3 rues Anarchie, était l'un des bastions de poison Spurmob. Ce n'est que lorsque Margot et son équipe atteignirent le fond que Lumian enfila son chapeau à large bord et sortit tranquillement de la pièce. Il suivit l'odeur persistante de l'eau de Cologne, s'aventurant plus profondément dans la rue. 7 ou 8 minutes plus tard, il arrivait à la salle de Gristmill. La légère odeur d'eau de Cologne bon marché confirmait le retour de Margot et de ses subordonnés. Il manquait à la salle de Gristmill la grande statue et les inscriptions de la salle de Balbrise. Il occupait simplement une section de la rue et présentait un hall aux teintes dorées. Des lampes à gaz entourées de couvercles en verre et de barres croisées noires sur 4 piliers en pierre illuminant le hall d'entrée ont dissipé l'obscurité de la soirée. À ce moment-là, la salle de danse bourdonnait d'activité. Lumian entendit des chants, des rires bruyants et des grattements d'instruments avant d'entrer. L'agencement ressemblait à la salle de Balbrise, avec une piste de danse au centre entourée de petites tables rondes et de chaises. Une plateforme basse en bois à l'avant contenait une femme sensuelle. Vêtue d'un haut court blanc provocateur, la rangée de nœuds de son soutien-gorge était clairement visible. Un grain de beauté noire ornait ses lèvres et ses cheveux jaunes brunâtres étaient relevés en chignon. Son maquillage mettait en valeur ses grands yeux bleus profonds, créant une allure séduisante et décadente. En chantonnant doucement, elle se donnait parfois des coups de pied dans la jambe droite. Sa jupe duveteuse de couleur crème jusqu'aux genoux incitait les clients à jeter un coup d'œil en dessous. Le médecin consultant a un air aguicheur. Il va d'abord se préparer en retroussant ses manches avec précaution. Cela me ramène à mon idylle initiale. Mais ce bon médecin, il se démarque d'un simple coup d'œil. Il localise le point idéal avec tant de finesse et de rapidité. Discernant, mon amour, son toucher est vraiment habile. Au milieu de la performance suggestive et captivante, Lumian s'est approché du comptoir du bar et a demandé au barman. « Qui a-t-il à manger ?» Le barman sourit et demanda. « Et pourquoi pas le pain de viande de Rouen? Ou préférez-vous des plats standards comme des saucisses, du pain et de la viande fumée ?» Lumian, déjà conscient du penchant des Trériens pour le pain de viande, hocha la tête. Ensuite, 2 portions de pain de viande de Rouen. Et un verre de punch aux pommes? Cela peut contrecarrer la richesse du pain de viande. Le barman a senti un client généreux lorsque Lumian ne s'est pas renseigné sur le prix et a suggéré une boisson légèrement plus chère. Punch était un cocktail de jus de fruits. Lumian sourit. Bien sûr. Avec près de 200 verres d'or restants, Lumian n'avait pas besoin d'être trop frugal avec sa nourriture et ses boissons. Quoi qu'il en soit, les lésinages ne suffiraient pas à couvrir le paiement impayé du courtier en information Anthony Reed.
3 coups de langue pour chaque pain de viande de Rouen et 12 coups de langue pour le punch aux pommes. Le barman a rapidement indiqué le prix. Lumian hocha la tête et sortit une pièce d'argent verle d'or, ornée d'un petit ange en relief et d'une ligne diffuse à la surface, et la lança au barman. Après avoir empoché les 2 pièces de bronze de 5 copets en monnaie, il attendit patiemment. À ce moment-là, la chanteuse sur scène avait terminé sa performance et le groupe a joué un battement de tambour légèrement intense. Les clients affluaient sur la piste de danse, se balançant au rythme, relâchant la pression, la fatigue et la douleur de la journée. Un homme assis à proximité a souri à son compagnon et a dit « J'aime tellement cette atmosphère. Je me demande qui a inventé ce genre de danse giratoire. C'est bien plus attrayant que le vieux quadrille. Pouvez-vous imaginer? J'avais souvent un partenaire dans mes bras, pour ensuite attendre longtemps mon tour de danser. Mon enthousiasme se serait alors calmé. » Le quadrille, ou danse carrée, impliquait 4 hommes et femmes formant un carré et dansant sur le spectacle d'un violoniste avant de tourner autour les uns des autres. Un autre homme a ri et a dit « Je préfère toujours le cancan et le striptease. » Le cancan, populaire dans le quartier de la Princesse Rouge, comportait des coups de pied hauts et des écarts d'atterrissage comme mouvement emblématique. Lorsque les femmes s'alignaient en jupe courte et en bas, donnant des coups de pied hauts, des acclamations et des pièces de monnaie lancées suivaient souvent. Bien sûr, c'était une danse techniquement exigeante. Un danseur expérimenté devait donner des coups de pied aussi haut que son nez ou près de ses oreilles. Lumian absorbait les sons environnants, jetant de temps en temps un coup d'œil aux escaliers où l'odeur d'eau de Cologne bon marché disparaissait. Bientôt, 2 pains de viande épais et une boisson alcoolisée transparente et de rêve avec un dessus rouge et des glaçons flottants sont arrivés. Lumian sirota le punch aux pommes, rafraîchi par la douceur, la légère acidité et la douceur de l'alcool. La froideur de la glace le revigorait. Il mordit ensuite dans le pain de viande de Rouen, incapable de résister au mélange de la douceur de la pâte non fermentée, de la saveur de la viande hachée, de l'arôme de l'huile et du piquant des épices. Après avoir dévoré un pain de viande entier, il a siroté le punch aux pommes pour se nettoyer le palais. Après le dîner, Lumian serra son verre, écoutant le chant de la jeune fille et regardant la foule sur la piste de danse. L'atmosphère fébrile semblait l'affecter alors qu'il se balançait occasionnellement au rythme du comptoir du bar faiblement éclairé. À chaque fois, Lumian jetait un coup d'œil aux escaliers, surveillant les mouvements de Margot et de ses subordonnés. Il était minuit lorsque Margot, vêtue d'une chemise rouge, d'un gilet en cuir et arborant des cheveux courts, verticaux et jaune clair, descendit les escaliers avec 3 voyous et sortit de la salle de Gristmill. Conscient que l'autre partie pourrait être un billondé de la voie Hunter, Lumian ne le suivit pas immédiatement. Il était prêt à les perdre puisque les chaussures en cuir du gang, autrefois trempées dans de l'eau de Cologne bon marché, avaient été changées. S'appuyer sur son odorat pour les suivre à distance n'était plus une option. Il nourrissait néanmoins un certain espoir. Il avait remarqué que la plupart des clients des salles de danse étaient trop absorbés et frénétiques, renversant parfois de l'alcool sur le sol, créant des zones humides depuis les escaliers jusqu'à la sortie. Se balançant au rythme, Lumian observa du coin de l'œil que Margot évitait systématiquement le sol humide. Cela a encore renforcé sa conviction que Margot était une billondée de la voie Hunter. Quant aux 3 subordonnés de Margot, malgré leurs tentatives pour éviter les zones humides, leur capacité d'observation limitée et la faible lumière des appliques à gaz faisaient inévitablement mouiller leurs pieds ou leurs talons. Pour ceux qui fréquentaient les bars et les salles de danse, c'était incontournable. Margot était devenue insensible, ne considérant pas cela comme un problème et n'y prêtant pas beaucoup d'attention. Presque 1 minute après leur départ, Lumian se leva du comptoir du bar et sortit de la salle de Gristmill. Avec peu de piétons dans les rues, seuls les chants et les injures occasionnelles des ivrognes brisaient le silence. Les lampadaires à gaz en ruine projettent la lumière de la lune, fournissant l'éclairage principal. Une lumière faible, avec le pourpre du ciel. Les 4 appliques à gaz à l'entrée de la salle de danse permirent à Lumian de repérer de nombreuses empreintes de pas mouillées et fanées depuis longtemps. Tandis que d'autres étaient frais. 3 séries d'empreintes de pas sont apparues à proximité et de manière constante en même temps. En y regardant de plus près, Lumian a découvert un ensemble d'empreintes de pas faibles et difficiles à remarquer, sans aucune tache humide en tête. Lumian gloussa, se murmurant « Traîner constamment avec des imbéciles et de la vermine ne fera que vous faire du mal. »